Bon, Michel. Vous moquez pas, hein? Oh, non, pas. Bon, bah, je sais pas, on va peut-être commencer, non? Oui. C'est bon? Tu veux dire un mot, non? Non, tu veux pas dire. Ça, c'est clair. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'année 1867. Vous savez, quand j'ai préparé ça il y a quelques mois déjà, il fallait que je place 9 dates dans un 19e siècle. Et donc, il y avait des dates incontournables. Par exemple, 1863 avec le Salon des Refusés ou 1874, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment avec la première exposition impressionniste, c'est des dates incontournables. Mais celle-ci est aussi une date incontournable, parce que de fait de parler de l'exposition universelle, la deuxième exposition universelle, la deuxième exposition universelle à Paris, ça va m'obliger de parler du japonisme. Et c'est incontournable de parler du japonisme quand on veut parler de la peinture du 19e siècle, puisque le japonisme va être vraiment l'élément fédérateur pour tous les novateurs en peinture. Comment expliquer? Par exemple, les académiciens sont orientés toujours vers l'Italie, avec toute la peinture du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et les novateurs, pour rénover leur peinture, eh bien, ils ont eu justement cette possibilité, ils ont découvert les estampes japonaises, et grâce à ces estampes japonaises, ils ont changé leur façon de peindre. Et donc, même si vous voyez un tableau de Van Gogh, vous ne voyez peut-être pas forcément le Japon derrière ça, mais peut-être qu'à la fin de la conférence, vous comprendrez ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Donc, on va y aller. La lumière, Véro. Donc, on est en 1863. Il y a déjà, ça y est, je commence. 1867, il y a déjà 4 ans que Delacroix est mort. Et cette année 1867, il y a 2 autres grands personnages de la peinture du 19e siècle qui sont décédés, à savoir Ingres, qui est ici en haut à droite, et Théodore Rousseau, donc un des chefs de file de l'école de Barbizon, sont décédés donc en 1867. Et donc, ces 3 personnages qui sont très importants pour toute la première moitié du 19e siècle font que c'est vraiment un nouveau 19e siècle qui commence. On est dans la deuxième moitié du 19e siècle, on est bien d'accord. Donc, je commence par vous parler de l'exposition universelle de 1867. Ce sont des expositions universelles qui sont vraiment quelque chose de très très important dans cette deuxième moitié du 19e siècle, et surtout celle-ci, puisque c'est la deuxième exposition universelle du Second Empire, et ça marque bien l'apogée de ce Second Empire de Napoléon III. Ces expositions, en fait, universelles, elles sont héritières d'une longue tradition. Il y avait, depuis le Directoire, des expositions industrielles nationales et non pas universelles, qui ont existé. Il y en a eu 11 entre 1798 et 1849, et elles sont vraiment à l'origine de la première exposition universelle, non pas à Paris, mais à Londres en 1851. Le pays qui a l'industrialisation la plus avancée, l'Angleterre. Donc j'ai fait un petit tableau où j'ai marqué les 13 expositions universelles qu'il y a eu donc, dans cette deuxième moitié du 19e siècle. Il y en a eu 11 en Europe, sur les 13, 2 hors d'Europe, et parmi les 11 en Europe, il y en a eu 5 en France. Donc 1855,
1867, quand je vais parler ce soir, 1878, 1889 et 1900. Voilà. Elle a lieu d'abord en 1855 à la première exposition universelle. Cette exposition avait eu lieu dans le palais de l'industrie qui se trouvait sur les Champs-Élysées. Donc ce palais n'existe plus, il a été démoli pour l'exposition de 1900 et c'est donc le grand et le petit palais qui ont remplacé ce grand palais de l'industrie. Mais la deuxième exposition universelle, donc celle de 1867, elle a traversé la Seine, elle se trouve sur le Champ de Mars. Sans la Tour Eiffel, puisqu'on est en 1867, la Tour Eiffel c'était pour l'exposition universelle de 1889, pour le centenaire de la Révolution. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de la Tour Eiffel, mais elle se trouve donc sur ce Champ de Mars. Et elle a lieu du 1er avril 1867, donc au 3 novembre, c'est-à-dire 7 mois. 32 pays y ont participé, avec plus de 52 000 exposants et 10 millions de visiteurs. Donc c'était quand même un exploit à l'époque pour réunir autant de gens. Cette exposition universelle a eu lieu dans ce palais du Champ de Mars, qui a été donc construit pour cette exposition universelle, un grand palais elliptique de 482 mètres sur 370, donc un très très grand palais. Autour de ce palais, il y avait un parc. Dans ce parc, il y avait 250 pavillons de tous les pays, je vais un petit peu développer. Et puis, en dehors du Champ de Mars, il y avait une annexe sur l'île Saint-Germain à Billancourt pour tout ce qui est la partie agricole et horticole. Alors, rapidement, la première nouveauté, donc, c'est la construction de ce palais du Champ de Mars, qu'on a appelé le palais omnibus, qui, d'après la gravure, vous voyez, est constitué de 7 galeries concentriques. Avec la plus grande galerie en extérieur, c'est justement la galerie des machines. Mais je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, galerie des machines, et puis après, donc, à l'intérieur, d'autres galeries. En fait, il y avait plusieurs façons de visiter. L'entrée officielle se trouvait ici, au pont, et on rentrait, donc on pouvait soit faire un tour, et donc si on faisait le tour des machines, on voyait toutes les machines des différents pays. Si on allait dans un autre cercle, on pouvait voir, je ne sais pas, moi je vais dire tous les habits des différents pays, etc. Donc ils étaient spécialisés dans chaque, j'ai marqué, admirer tous les objets similaires à travers le monde, de façon circulaire. Mais si on rentrait et qu'on allait directement vers le centre, alors là, on découvrait tous les objets d'un même pays. Donc la France, l'Angleterre, la Russie, la Belgique étaient le plus représentés, mais bien sûr, il y avait aussi d'autres pays. Donc c'était organisé comme ça. J'ai trouvé une photo. Donc là, c'est une photo. On voit bien la grande galerie tout autour, avec les pavillons qui sont dans le parc. Les pavillons, eh bien justement, les pavillons, il y en avait de toutes sortes, puisqu'il y avait des chalets suisses, des isbarus, un village autrichien, un cottage anglais, le palais du Bardi de Tunis, un palais égyptien, et puis un palais japonais, et c'était donc une première. Et en plus, j'ai rajouté, parce que un pavillon Henri Dunant, qui représentait donc la Croix-Rouge, et le terme de pavillon a été inauguré, on va dire, à cette exposition universelle, et depuis on parle toujours de pavillon. Et la troisième nouveauté, c'est donc cette annexe qui se trouve sur l'île Saint-Germain-Billancourt, et pour ça, il y a eu une navette fluviale qui partait, on voit les bateaux, là, qui partaient de là vers l'île Saint-Germain, et c'était les bateaux-mouches. Alors, car c'est à cette occasion que les premiers bateaux-mouches sont arrivés à Paris. La Mouche, c'est la zone du sud de Lyon où sont construites les embarcations pour le transport des marchandises et des passagers qui firent leur entrée vraiment dans la capitale. Depuis, il y a les bateaux-mouches à Paris. Et donc, sur place, on pouvait voir, bien sûr, toutes les différentes races d'élevage, machines agricoles, etc. Et enfin, une dernière nouveauté, c'est qu'en 1867, il y avait un salon artistique, le salon annuel qui existait pendant tout le 19e siècle,
Et puis, il y avait une exposition en plus d'art à l'exposition universelle. Parce qu'en 1955, Napoléon III a demandé à ce qu'il y ait une grande exposition, pour la première fois qu'il y avait donc une exposition à Paris, au sein même de l'exposition universelle. Donc Théophile Gautier dit ceci: c'est la première fois que les beaux-arts de tous les peuples, 26 pays quand même de représenter, mais il y en avait quand même 45 pour l'exposition industrielle, vont se voir face à face sur ce champ pacifique, sur ce pacifique champ de bataille de l'exposition universelle. Et donc en 1955, c'est une nouveauté donc voulue par Napoléon III, car Paris, qui était déjà la capitale des arts, qui va le rester jusqu'au milieu du XXe siècle, à la différence des salons qui ne présentent que des œuvres contemporaines, les œuvres exposées à l'exposition universelle sont anciennes et contemporaines. Donc il y a les deux, il y a des contemporains et toute la peinture depuis la Renaissance. Et donc en 1967, il y a donc ce salon traditionnel qui existe dans le Palais de l'Industrie, puisqu'il existait toujours le Palais de l'Industrie, et puis il y a eu cette exposition d'art au centre du Palais Omnibus du Champ de Mars. Je rappelle qu'en 1867, au salon donc, du Palais de l'Industrie, il y a de nombreux jeunes qui ont été refusés à ce salon. Ça a été une hécatombe, on va dire comme ça. Seuls Degas et Berthe Morisot sont admis à exposer leurs œuvres. Basile, Cézanne, Guillaumin, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley sont tous refusés. Et donc ils ont projeté de s'organiser pour annuellement faire une exposition de groupe sans passer par le salon donc, et sans passer par le jury, etc. Et ce projet malheureusement est resté sans lendemain parce que donc c'est Frédéric Basile qui avait initié ce projet parce qu'ils n'ont pas trouvé l'argent nécessaire pour pouvoir le faire, donc ça a été abandonné. Puis vous savez, après il y a eu la guerre franco-prussienne et donc en fait j'ai mis ça parce que en fait je prépare la prochaine conférence, puisqu'en fait c'est 7 ans après qu'ils vont réussir à monter une société et que cette société va organiser la première exposition impressionniste donc en 1874. Mais c'est un projet qui était là déjà dans les années 60. Hein, c'est pour ça que je l'ai précisé là. Cézanne, ça m'arrive de le mettre, mais je le mets sans accent, c'est pas une faute de ma part, c'est que la famille de Cézanne, enfin les descendants de Cézanne, veulent qu'on respecte l'orthographe de Cézanne qui était sans accent. Alors en français on le fait, mais voilà, donc j'essaie de respecter ce choix-là. Voilà, ça c'est l'exposition qu'il y avait à l'exposition universelle. Et à l'exposition universelle, il y a eu, vous savez, en 1855, je l'avais raconté quand j'ai parlé du réalisme, il y avait Courbet qui avait monté son pavillon du réalisme, en dehors de l'exposition universelle. Hein. Vous savez, il avait des œuvres qui étaient au salon, mais comme ils n'ont pas tout pris, il a eu, avec Alfred Pouillas, son mécène, il a construit son pavillon du réalisme en 1855, à la première exposition universelle. Et à la deuxième exposition universelle, il a recommencé à avoir son pavillon personnel avec 135 œuvres, et Manet, lui aussi, a monté son pavillon avec beaucoup moins d'œuvres, mais il est plus jeune que... c'est normal, il est plus jeune que Courbet. Donc en fait, tous les deux, ils sont mis en dehors de cette exposition universelle de 1867. Voilà, je vous disais de la galerie des machines, avec, j'ai mis 2 innovations de l'époque, le canon de M. Krupp, qui va faire tant de mal à la guerre franco-prussienne quand il va bombarder Paris, et puis l'ascenseur de Félix Léon Hédoux, qui conçoit donc cet élévateur hydraulique qui va appeler ascenseur, et c'est depuis qu'on parle d'ascenseur, ici à droite. Et donc parmi tous les pavillons, il y a le pavillon du Japon, pour une première.
L'exposition universelle de 1867 à Paris marque la première participation du Japon à une grande exposition publique à l'étranger, avec la délégation que j'ai retrouvée à droite. Ce fut la première occasion qui permit au public français de découvrir la culture japonaise pour donner naissance dans les années 1870 au phénomène culturel qu'on va nommer le japonisme et dont je vais vous parler en deuxième partie de la conférence. Une petite anecdote pour cette année 1867, c'est cette année que le premier japonais mort sur le territoire français a été enterré au Père-Lachaise. Il faisait partie de la délégation du Japon et il est enterré. J'ai retrouvé une photo, moi je suppose aller la voir, mais il paraît qu'elle est toujours fleurie. Depuis 1867, il y a toujours des fleurs sur cette tombe. Donc, voilà, en fait, c'était pour parler du japonisme que j'ai ouvert par cette exposition universelle. Alors, j'ai commencé par vous donner une définition. J'ai pris la définition du dictionnaire de l'Académie française. Juste un petit détail, vous voyez qu'on en est à la 9e édition. J'ai vérifié, l'édition précédente, celle de 1935, ne mentionnait pas le japonisme. Ça n'existait pas. Il a fallu attendre cette 9e édition pour l'avoir. Donc, la définition qu'il propose, c'est goût, prédilection pour l'art japonais, se dit surtout de l'influence de l'art japonais sur l'art occidental, notamment sur les peintres du dernier tiers du 19e siècle. Et petite phrase explicative, le japonisme dans l'œuvre de Whistler, de Van Gogh, de Monet. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans le dictionnaire de l'Académie française. Petite histoire quand même du Japon. La période Edo, après des années de guerre civile répétées, réunification du Japon sous le règne des militaires Tokugawa, qui s'installe à Edo, c'est ex-Tokyo, pour ça qu'on appelle ça la période Edo, mais surtout, je l'ai souligné, pendant 250 ans, donc du XVIIe siècle jusqu'à la moitié du XIXe siècle, le pays va être fermé aux étrangers avec interdiction du christianisme. Voilà, donc il est fermé aux étrangers. Alors, pas totalement, parce que sur une petite île près de Nagasaki, je crois, petite île où il y a quand même des Chinois et des Hollandais qui font un peu de commerce quand même avec le Japon. Mais sinon, le Japon est fermé pendant 250 ans. En 1853, le Japon est encore totalement fermé, impossible d'y entrer, impossible d'en sortir. Seuls, c'est ce que j'ai précisé, quelques marchands étrangers, principalement chinois et hollandais, sont autorisés à faire un peu de commerce depuis le port de Nagasaki. J'avais dit je ne sais plus quoi, mais j'avais dit Nagasaki. Voilà. Ensuite, le 14 juillet, c'est une date qu'on peut se rappeler, nous, 1853, le commodore américain Matthew Perry débarque au Japon pour réclamer l'ouverture totale du pays. Cela aboutira à la signature de traités de commerce passés entre de nombreux pays, et dont la France en 1858. Et en même temps, la révolution dite Meiji, qui va être donc la période suivante après la période Edo, qui veut dire gouvernement éclairé en japonais, désigne la phase d'ouverture et d'industrialisation du Japon entamée à partir de 1868 sous le règne de l'empereur Mucho-Hito, promoteur de la modernisation du Japon. Et en fait, après le décès de cet empereur en 1912, le Japon a réussi la prouesse de passer en une cinquantaine d'années d'un état féodal à l'une des plus grandes puissances mondiales, qui est toujours. Et donc, bien sûr, quand on pense au Japon, on pense estampe japonaise et on pense surtout à cette grande vague. En fait, le grand public donc, a commencé à vraiment découvrir dès cette exposition universelle de 1867 les objets du Japon. Et donc, c'est pour ça que le japonisme va commencer à partir de là. Et il sera favorisé donc par cette révolution de 68 et cette politique de cet empereur Michuhito, par le voyage de Cernouchi et Duret en 1871. Cernouchi, vous savez qu'il y a le musée Cernouchi à Paris, c'est après ce voyage. La mission Guimet et Régame, qui est aussi Régame, c'est un peintre. Après leur mission, on a aussi un musée Guimet à Paris.
par de nouveau la présence japonaise aux expositions universelles de 1878 et 1889, par la première exposition d'envergure à la galerie Georges Petit, organisée par Louis Gons en 1883, et la même année il a publié 2 volumes de l'art japonais pour expliquer vraiment cet art japonais, ce qu'il avait de spécifique, et qui va être vraiment lu dans beaucoup d'ateliers, notamment de peintres novateurs. Et puis, une reconnaissance officielle, parce qu'en 1890, eh bien, il y a eu une grande exposition dans l'école des Beaux-Arts, qui n'était pas du tout favorable pourtant à cette innovation, mais vous voyez, en 1890, à la fin du 19e siècle, la consécration vient de l'école des Beaux-Arts. Et vraiment, c'est à partir de ce moment-là que le japonisme va inonder toutes les formes d'art, vraiment toutes les formes d'art. Une petite pause. Toute culture, lasse de ses valeurs et aspirant à un renouvellement, se prend à prêter attention à la leçon des modèles anciens ou éloignés. En fait, ce phénomène, il s'est passé en Occident à la fin du Moyen-Âge, quand la chrétienté se mit à se réclamer d'une antiquité longtemps indifférente. On appelait ça la Renaissance. Donc ils ont regardé vers la Renaissance, vers la statuaire grecque, par exemple, etc. Ce phénomène se répéta en France vers le milieu du XIXe siècle avec l'art de l'Extrême-Orient grâce à la gravure japonaise de l'époque Edo, ce qu'on appelle donc les estampes japonaises, ukiyo-e. Cela renova la peinture qui se cherchait. Et donc, comment, et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. D'abord, une définition quand même de ce que c'est que l'ukiyo-e. L'ukiyo-e, c'est à l'origine bouddhique, signifie monde flottant où rien n'est constant. Bon, on ne comprend pas bien, j'ai essayé de trouver des définitions, j'ai trouvé une définition d'un écrivain japonais du XVIIe siècle qui écrit ceci pour ukiyo, vivre simplement pour l'instant, contempler la lune, la neige, les cerisiers en fleurs et les feuilles des érables rougeoyants, aimer le vin, les femmes et les chansons, ne pas se soucier de la pauvreté, se laisser porter par le courant de la vie comme une gourde flotte au fil de l'eau. C'est cela que j'appelle ukiyo. Et quand on ajoute le mot « e » à ce ukiyo, ukiyo-e, ça signifie, le « e » signifie dessin ou peinture. Donc, en fait, ukiyo-e, c'est l'image du monde flottant, et j'ai rajouté image du monde éphémère ou image du monde présent. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça les estampes que vont découvrir les peintres en France. Les 3 grands maîtres que l'on connaît surtout en Occident sont Hokusai, Hiroshige et Utamaro. Alors très rapidement, mondialement connu, Hokusai domine le monde de l'ukiyo-e en peinture et en art graphique, se définissant lui-même comme le vieillard fou de dessin. Il prend même le nom d'Hokusai en 1798, mais après avoir choisi plein d'autres noms, il a en effet adopté une 50aine de noms et de signatures. Et il livre sa vision de la nature, par exemple ici, les tours des cascades dans la province du Japon. Voilà des estampes qui ont été découvertes par les Occidentaux. Et surtout les 36 vues du mont Fuji. Donc, dans chaque gravure, on voit le mont Fuji, qui est la montagne sacrée du Japon, soit en gros plan, soit dans le lointain. Mais dans cette série de 36 vues, il y a justement la Grande Vague qui fait partie de cette série, et qu'on connaît bien en France, et qu'on a sur plein d'objets représentés. Et puis Hokusai a publié la manga. C'est un véritable répertoire iconographique de modèles pour les artistes. Et ça, on sait que, par exemple, Monet l'avait, et on sait qu'il y a plein de peintres qui ont consulté parce qu'il a été très très vite publié en France. Et donc, c'est vraiment un répertoire qui a beaucoup aidé à renouveler justement la peinture en France. Hiroshige,
Il se consacre surtout au paysage, il parcourt le Japon, exécute de nombreux dessins pour des célèbres séries, par exemple les 53 stations de Tokaido. Voilà. Alors, par tous les temps. Avec les ponts. Les ponts, on va penser tout de suite à Giverny. Et Utamaro, lui, c'est aussi un qui est célèbre, mais il est plus particulièrement connu pour ses représentations de jolies femmes. Il a fait donc des illustrations pour Souvenirs de la marée basse aussi. Donc, toujours des femmes, mais dans des paysages. Et dans ce livre-là, donc l'histoire de l'art d'Ernst Gombrich, il y a écrit, alors j'ai pris un tout petit passage, les impressionnistes firent une autre découverte, après celle de la photographie, donc il analyse ça juste avant, utile à la résolution de leurs problèmes nouveaux concernant tant le motif que la couleur, l'estampe japonaise. Les artistes de l'entourage de Manet furent les premiers à en apprécier la beauté et à les rechercher avec passion. Ils trouvaient là une tradition étrangère à ces règles et à ces clichés académiques dont ils cherchaient eux-mêmes à s'affranchir. Donc, dans cet ouvrage-là, ouvrage à recommander pour tous, si vous devez lire un seul ouvrage sur l'histoire de l'art, c'est celui-ci qu'il faut lire. Il est accessible vraiment à tout le monde et pour moi, il raconte bien, quoi. Il raconte depuis la préhistoire jusqu'au XXe siècle, il raconte l'histoire de l'art, et c'est vraiment, ça se lit très facilement, et comme il y a 28 chapitres, je crois, 28 chapitres, à chaque fois il reprend un petit peu, et donc en fait, plus on avance, plus on comprend toute l'histoire de l'art à travers les beaux-arts seulement, hein, c'est-à-dire l'architecture, la peinture et la sculpture. Mais c'est très très bien expliqué, donc voilà, je recommande cet ouvrage pour comprendre cette histoire de l'art. Fait étrange et qui en dit long sur l'enthousiasme avec lequel les artistes militaires les exemples des gravures japonaises ou nippones, les premiers artistes à en avoir subi l'influence ne furent pas les jeunes, comme l'écrit Gombrich dans son Histoire de l'art, mais deux artistes déjà mûrs de l'école de Barbizon. Donc, les deux sont Théodore Rousseau et Jean-François Millet. On est loin d'imaginer qu'ils ont été eux aussi influencés par les estampes japonaises. Théodore Rousseau, qui possédait des estampes japonaises, comme tous les peintres qui étaient en dehors du système académique, en fait. Tous les novateurs, ils étaient vraiment intéressés par ces estampes. Et on en trouvait beaucoup à Paris, hein. Donc c'était pas compliqué et c'était pas cher. Après, suivant les décennies, les prix sont montés, mais au départ, c'était vraiment pas cher. Et on pouvait même les trouver dans les grands magasins, les fameux grands magasins de Paris à cette époque-là. Bon, donc, il possédait des estampes japonaises, ça modifie profondément sa manière à leur contact. À son analyse analytique, qui détaillait minutieusement et de façon égale les éléments du paysage, comme on peut voir ici, donc en 1833, eh bien, se substitue à la fin de sa carrière un autre fer, un fer plus synthétique, et donc ce genre de tableau a subi cette influence. Alors là, on ne comprend pas encore très bien, mais ça va petit à petit, vous allez voir. Pour Jean-François Millet, il a fait des compositions complètement décentrées. Et ça, c'est typiquement japonais. Par exemple, le bouquet de Marguerite et une jeune fille, là, c'est typiquement japonais, relégué dans un coin de la composition. Le personnage humain, pour occuper le milieu de la toile par des fleurs, c'est complètement inouï en Occident, était manifestement une hardiesse qui trouve son origine dans les estampes de l'ukiyo-e, étrangères aux préjugés anthropocentriques de l'art occidental. Il fallait oser de faire ce genre de vous savez, la Renaissance, hein, c'est l'humanisme, c'est l'humain au centre du monde. Donc, dans les tableaux, c'est l'humain au centre du tableau. Or là, c'est pas du tout le cas, on est bien d'accord. Hein. Et alors, on n'y pense pas quand on voit ce tableau, que c'est une influence japonaise qui a fait que des peintres ont osé faire ce genre de tableau.
Mais Degas, il a fait un peu la même chose. Ou bien ici, Frédéric Basile, pareil. Ils ont fait la même chose. Et bien ça, ce sont des influences japonaises qui ont permis ce genre de composition de tableaux. Sous le Second Empire, les principaux japonisants parmi les jeunes sont Bracquemond, qu'on ne connaît pas bien, mais Whistler, Manet, Degas, Monet ou Vincent Van Gogh. Pour autant, il existe un... Alors là, je vous demande vraiment d'essayer de me suivre. Là. Il existe deux sortes de japonisme. Le japonisme superficiel et le japonisme plus en profondeur. Vous allez comprendre petit à petit. Celui de Bracquemond sera superficiel comme dans le service de table, ici, édité par le maître verrier Eugène Rousseau, et qui a eu une médaille justement à cette exposition universelle de 1867. Il n'utilise que des sujets animaliers comme ceux des estampes japonaises. Vous savez, la manga de Hokusai, il y en avait des modèles et des modèles d'animaux ou de végétaux, pour reprendre ça. Et donc, il introduit ainsi le japonisme, mais cela correspond à un japonisme de surface, un japonisme superficiel. C'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose, sauf qu'il met, par exemple, là j'ai mis une assiette, où on voit ce genre de production, c'est vraiment typiquement le japonais. Mais c'est de surface, comme ici. Whistler, qui commence une collection d'estampes et de porcelaine japonaise en 1863, son japonisme ne consiste d'abord qu'à introduire des objets extrêmes orientaux dans certaines de ses compositions, comme ici le paravent doré, exposé en 1864 à la Royal Academy de Londres. C'est un japonisme de surface. C'est exotique, quoi. On voit des paravents, on voit un kimono, on voit les estampes sur le sol. Voilà. Pour l'instant, on est dans la surface. Ça ne change pas trop encore la composition des tableaux. C'est pour ça qu'il y a la différence. Par contre, là, c'est toujours Whistler, comme le paravent doré, fera deux emprunts capitaux aux estampes japonaises, celui du coloris nouveau et celui d'une prise de vue inédite. On parle alors de japonisme en profondeur. Lord Battersea Bridge de 1865 offre un exemple de ces prises de vue familières à l'Extrême-Orient et si scandaleuses en Occident. On n'aurait jamais osé, dans une peinture occidentale, faire en plein milieu d'un tableau, en gros plan, un pilier d'un pont, comme ça, en plein milieu. C'est quelque chose que ça ne se faisait pas, quoi. Et donc, c'est vraiment l'estampe. J'en ai mis une estampe d'Orishige, par exemple. Voilà, une estampe d'Orishige qui, lui, vous voyez, au Japon, il pouvait faire ce genre de composition où on voit vraiment les piliers du pont au premier plan, qui cachent même le paysage derrière, etc. Et donc ça, c'est une influence directe, et là, on est vraiment dans le japonisme de profondeur, parce que ça a fait évoluer le coloris, mais surtout la composition en elle-même. Et je vais vous en montrer plusieurs comme ça. Ainsi, après Millet, alors moi je dis Millet parce que vous savez aussi que la famille Millet veut qu'on l'appelle Millet, alors que tout le monde l'appelle Millet, mais en fait c'est Millet. Donc après Millet, Whistler trouvait-il dans l'estampe japonaise les éléments propres à rénover la composition des œuvres occidentales. Manet, comme le japonisme de Whistler, fut d'abord de surface. Par exemple, dans ce tableau, le portrait de Zola, vous savez que Zola l'avait défendu, surtout après 63 et 65, quand il s'est fait massacrer avec l'Olympia, par exemple, en 65, Zola l'a bien défendu, et donc il a fait son portrait. Et donc, la première manifestation fut en 1868, l'introduction au fond du portrait d'Émile Zola, d'une xylographie que vous voyez ici, là, de Toyokuni, hommage à l'art de l'Empire du Soleil Levant, sans oublier bien sûr le paravent ici. Voilà. Donc là, c'est du japonisme de surface. Cette habitude de meubler ses fonds d'emprunts faits à l'art japonais persistera longtemps chez Manet. En 1874, en effet, il garnit celui de la Dame aux éventails. Ici, voilà, c'est un décor japonais autour de cette personne allongée. De même que dans le portrait de Mallarmé,
avec les ibis que l'on voit en arrière-plan sur le papier peint, ou le tableau de Nana, pareil. Donc ça, ce sont encore que du japonisme de surface. C'est exotique, si vous voulez. Par contre, quand il fait ce genre de gravure qui s'appelle donc une affiche Le Rendez-vous des chats, il emprunte à Hokusai son style synthétique, sa ligne sinueuse, son absence de modelé, ses contrastes insistants, sa mise en page désinvolte. Et là, on est dans le japonisme en profondeur. Comme dans cette œuvre-là, en bateau, il a osé couper une barque par le cadre et éliminer la ligne d'horizon. Le ciel de la toile, on ne le voit plus, dont la partie supérieure est entièrement meublée par le plan d'eau. C'est faire plat à la japonaise, inconcevable dans la peinture occidentale. Et ce genre de composition, c'est parce qu'il y a eu cet apport et ce regard nouveau vers le Japon et vers les estampes japonaises que les peintres qui ne voulaient pas rester dans le giron académique ont fait évoluer la peinture. Après Whistler et Manet, Degas, y compris en profondeur la leçon japonaise. C'est peut-être lui qui a le plus compris en fait. Il proposa des sujets neufs, propres à révolutionner et la composition, et les points de vue, et la perspective de ces tableaux, libérant ainsi les habitudes attachées depuis des siècles aux vieux thèmes coutumiers. Un exemple, c'est les femmes à leur toilette. Nul doute que ces sujets ne tirent leur origine d'Hokusai. S'il n'a pas peint de Suzanne Aubin, qui était vraiment quelque chose de très académique, et il y a eu énormément de peintres qui ont peint ce genre de sujet, ce n'est pas seulement ainsi qu'il dit, parce que l'époque était au sujet réaliste, c'est aussi parce que les maîtres de l'ukiyo-e lui avaient donné l'idée de montrer la femme aux soins familiers de son corps. Et donc là, j'ai mélangé et des estampes japonaises et des œuvres de Degas pour vous montrer l'influence qu'il peut y avoir pour faire ce genre de tableau. Là aussi, c'est une œuvre donc de Degas, Femme à la terrasse d'un café le soir. Allant toujours plus loin dans ce parti d'introduire de l'inédit dans la présentation des scènes qu'il peint, Degas semble s'être fait une spécialité de ces mises en page cocasses, saugrenues, révolutionnaires, pleines d'irrévérence vis-à-vis des coutumes et des préjugés de l'Occident. Femme à la terrasse, et non seulement les deux femmes de droite et de gauche sont partiellement coupées par le cadre, et où une autre est montrée de dos, et où le premier plan est occupé par une colonne, c'est là un parti neuf en Occident, mais fréquent dans l'art de l'époque d'Edo, comme cette estampe d'un livre d'Utamaro que j'ai... Voilà. Par exemple, le pilier ici, qui est au premier plan, alors que normalement, dans la peinture occidentale, les piliers seraient plutôt derrière et les humains devant. Comme Whistler, avec son Old Battersea Bridge, le fameux pilier, le gros plan fait son apparition dans sa peinture, mais de façon encore plus hardie, puisqu'il le fait pour un être humain, les gros plans. Et cette chanteuse, la chanteuse du café-concert, le visage est considéré de près, la bouche est de ce fait complètement ouverte. D'abord, les bouches ouvertes dans la peinture occidentale, ça n'existait pas, déjà, mais regardez sur cette page de la manga justement de Hokusai, on voit des moines, je les ai entourés, bon on voit peut-être pas bien, mais on les voit avec la bouche ouverte. Donc il s'est bien inspiré de ce genre de production japonaise pour faire son tableau. De même ici, les prises de vue qu'il a fait dans ces tableaux, où on voit bien que à gauche, le portrait de Diego Martelli, on est en plongée, et je l'ai mis, je crois, d'ailleurs, ah non, je ne l'ai pas mis, alors je reviens, hop, pourtant il me semblait bien, donc en plongée, et ici en contre-plongée. Ce genre de composition, c'est complètement nouveau, et c'est les estampes japonaises qui ont permis ce genre de création. Tous ces emprunts à la tradition japonaise ont une grande importance, mais un autre emprunt encore plus important est celui d'un moyen neuf
d'exprimer la troisième dimension. Vous savez, un tableau, c'est à deux dimensions, et les Occidentaux, ils ont inventé quelque chose pour montrer la profondeur. Alors, ce quelque chose, il y a deux procédés. C'est la perspective linéaire ou géométrique du Quattrocento florentin. Toutes les lignes de la composition convergent vers un point de fuite situé à l'arrière-plan. Donc, ça donne de la profondeur, on est d'accord? Ou alors, cette perspective atmosphérique ou chromatique du XVIe siècle flamand, l'intensité des couleurs va en s'atténuant selon l'éloignement des plans, de sorte qu'au fond de la toile, tous les tons se confondent en une sorte de blanc bleuté. Donc ça, c'est deux façons de mettre de la perspective et de la profondeur dans un tableau. Ça, en Occident, on est d'accord. Telle était l'habitude que l'on avait de ces conventions, qu'on avait fini par les prendre comme des lois, alors que celles-ci, même de la vision. Et donc, regardez ce tableau. Je reviens à Degas ici. Degas fait ce tableau, qui s'appelle l'Absinthe. Eh bien, il est le premier à recourir à une façon un autre procédé pour la profondeur du tableau, c'est celui des directions obliques contrariées. J'ai mis deux flèches pour vous montrer. Avec ces deux obliques, il donne de la profondeur à son tableau. C'est quelque chose de complètement nouveau, ce n'est pas de la perspective linéaire ou atmosphérique. Il a su en plus ajouter dans son tableau Absinthe à cette expressivité de l'espace, une expressivité plus profonde, psychologique et même sociologique, en représentant deux paumés de la société. Bref, traduction nouvelle de l'espace, angle nouveau de prise de vue, présentation et composition nouvelle, le bourgeois conservateur Degas a innové en révolutionnaire. Alors, on peut vous faire remarquer qu'il n'y a pas de pied aux tables. Ce sont des tables volantes. Il a oublié de faire les pieds. Parmi les impressionnistes, Claude Monet est le seul à avoir pratiqué vraiment un japonisme en profondeur. Il a cherché, comme Degas, des compositions neuves et des prises de vue insolites. Comme ici avec la capeline rouge, c'est Camille, donc sa première femme, qui est derrière la porte vitrée. Ce genre de peinture, c'était impossible avant l'arrivée de ces estampes japonaises. S'il avait voulu faire Camille, il l'aurait mis devant la porte. On l'aurait vu sur le premier plan, et non pas derrière une porte. C'est quelque chose de très innovant pour l'époque. De même ici, alors là on retrouve comme tout à l'heure avec les tableaux que je vais montrer, alors c'est ici j'avais écrit plongée et contre-plongée. Donc voilà, ce genre de tableau, c'est dû à l'influence des Japonais. Alors bien sûr, il y a toutes les séries. J'ai mis à gauche Hokusai avec les 36 vues du mont Fuji, mais vous savez que Monet a fait plein de séries de tableaux, les meules, les peupliers, cathédrales et les nymphéas. Tout ça, c'est vraiment un emprunt du Japon, sans parler de son jardin aquatique à Giverny. Nul n'ignore que Van Gogh était littéralement amoureux des estampes ukiyo-e. Il a fait des copies, donc je vous ai mis deux copies à gauche, donc ce sont des copies d'estampes japonaises, et il a fait des tableaux, dont celui du Père Tanguy, où on voit l'influence du Japon par toutes les estampes que l'on voit derrière, mais là on est dans un japonisme de surface, on est d'accord? Mais il a fait du japonisme plus profond. Amandier en fleurs, paysage vert sous la pluie ou iris sont des peintures très très influencées par le japonisme et les estampes japonaises. C'est vraiment le japonisme plus profond. Il a écrit d'Arles, il a écrit à son frère, vous savez, il y a eu une grande correspondance entre lui et Théo. Tu sais, je me sens au Japon. Je voudrais que tu passes quelque temps ici, tu sentirais la chose. Au bout de quelques temps, la vue change. On voit avec un œil plus japonais, on sent autrement la couleur. Donc il est vraiment influencé par les estampes et il est descendu à Arles notamment pour aller retrouver le Japon. Donc pour conclure, l'ère Meiji,
Les artistes occidentaux découvrirent donc une esthétique complètement, radicalement différente de celle qui leur a été enseignée depuis des siècles. L'art nippon leur proposait un vocabulaire plastique inédit qui ne tarda pas à inspirer l'ensemble de la création artistique en Europe et aux États-Unis. Parce que l'efficacité visuelle des estampes tenait à la vivacité des couleurs, à l'absence de modelé des formes traitées en aplat, à l'originalité des compositions fondées sur la symétrie, tous les personnages qui sont sur le côté par exemple, comme on a vu dans l'absinthe, à l'ignorance de la perspective linéaire et à la célébration de la nature et de la vie quotidienne. Donc tout ça, ça a favorisé un renouvellement de la création en Occident. Tous les artistes modernes de la fin du XIXe siècle ont eu, comme l'a écrit Van Gogh, l'œil japonais. Ainsi, on pourrait presque dire que l'art moderne occidental est japonais. Et au XIXe siècle, le japonisme fut, à l'image de la Renaissance, une découverte ou redécouverte par les artistes d'une nouvelle façon de créer des images. Et au début du XXe siècle, l'heure de l'empire du soleil levant passera, celle de l'Afrique va sonner, et on parlera alors de primitivisme, mais ça, c'est une autre histoire, que je raconterai peut-être un autre jour. Donc on va finir par un peintre qui a été très très influencé par le japonisme, c'est Whistler. James Hubbard McNeill Whistler, peintre et graveur, paysagiste et portraitiste, et un Américain si français. Il est né en 1834. 1834, c'est l'année de naissance de Degas. 1832, c'est Manet. 1830, c'est Pissarro. Et puis après, tous les autres, tous ceux qu'on connaît comme impressionnistes, sont nés tous en 39, 40 et 41. Monet, c'est 1840 comme Rodin. Américain par sa naissance, français par sa formation artistique et sa reconnaissance officielle, et anglais par sa carrière de graveur et de peintre à Londres. Ce dandy anticonformiste est un des artistes cosmopolites du XIXe siècle. Donc là, j'avais mis un autoportrait. Whistler donc a vu le jour aux États-Unis, dans l'État du Massachusetts, fils d'un ingénieur de travaux publics qui a participé à la construction du chemin de fer entre Moscou et Saint-Pétersbourg. James passe son enfance en Russie, et c'est là qu'il apprend le français. C'est la langue de cours. Il s'installe à Londres durant son adolescence, avant de rentrer aux États-Unis. Il rentre à l'école militaire de West Point, où son père avait été formé. Le jeune homme apprend l'aquarelle et pratique également les techniques de gravure. Mais il veut devenir artiste. Il ne veut pas suivre la voie de son père. Et quand on veut devenir artiste, eh bien on n'a qu'une voie, c'est qu'il faut passer par Paris. Parce que Paris, c'est vraiment la capitale mondiale de l'art. Donc on veut faire la peinture, on va à Paris. Donc il arrive à Paris en 1855, et il visite l'exposition universelle, donc la première exposition parisienne, et il rentre en contact avec Gustave Courbet, avec son pavillon du réalisme. Il intègre quand même en même temps l'atelier de Charles Gleyre, qui est un peintre suisse classique et académique, qui est professeur de l'école des Beaux-Arts. Et ce Charles Gleyre, c'est dans son atelier que vont se retrouver la bande, ce que j'appelle moi la bande des quatre, au début des années 60, à savoir Monet, Renoir, Sisley et Basile. Tous les quatre vont se retrouver, et comme Monet va les entraîner à Fontainebleau pour peindre à l'extérieur, bref, ça sera pour la prochaine fois. Ça. Il se lie d'amitié avec Fontaine-Latour et se rapproche d'Edgar Degas et de Félix Braquemont, celui qui a fait le service. Il se met à collectionner des estampes japonaises à une époque où elles étaient encore rares. Au salon de 1859, c'est la première participation de Pissarro, qui lui aussi est arrivé des Antilles danoises. Il participe pour la première fois au salon, Fontaine-Latour et Whistler. Ces deux derniers ont des œuvres acceptées au salon et d'autres refusées. Et justement, ce tableau au piano a été refusé. Le jury l'a considéré trop moderne. Donc, tableau refusé. Donc, le peintre François Bonvin, qui lui est au salon, et il n'a pas été refusé, lui, mais il a accepté que tous
ceux qui voulaient refuser viennent exposer leurs tableaux dans son atelier pour les montrer. Et c'est comme ça que, par exemple, Courbet a vu ce tableau refusé chez Bonvin, le tableau de Whistler. Il a félicité Whistler. Whistler, déçu par son refus au salon, part s'installer à Londres, où il exposera à la Royal Academy en 1860 de gravures et au piano, et donc il va le présenter donc à Londres. En 1859, Whistler donc va s'établir à Londres, il ne va pourtant pas cesser tous ses contacts avec la France, alternant des séjours à Londres et à Paris. Il peint par exemple avec Courbet à Trouville en 1865 et en 1866. Il fera le lien entre les milieux artistiques des deux capitales. Et ainsi, durant l'hiver 61-62, il peint à Paris Symphonie en blanc numéro 1, La fille blanche, ici à droite, un portrait en pied de sa maîtresse, Johanna Ifferman, qui sera également le modèle de Courbet et qui sera la dispute. Courbet et Whistler ne se parleront plus parce que ils sont tous les deux amoureux de la même femme, enfin bref, toute une histoire pas possible. En tout cas, ce tableau avait été présenté en même temps que le bain, ou plutôt, on va dire, le déjeuner sur l'herbe en 63, pour le salon de 1863. Tous les deux vont être refusés, et tous les deux vont être vraiment les deux tableaux qui vont générer le plus possible de critiques. C'est vraiment les deux tableaux. On parle beaucoup du bain, puisqu'on sait que ce tableau-là, c'est le tableau refusé de 1863, mais le tableau de Whistler, pareil, il a autant de critiques que l'autre tableau. Et en fait, j'ai voulu faire un agrandissement, mais c'est pas très beau. Tableau donc qui avait été refusé parce que pour le jury c'était un tableau inachevé. Il avait été refusé même à la Royal Academy à Londres. Et en fait, c'est le reproche qu'on fera tout le temps aux impressionnistes, le non fini. Ils ne finissent pas leur tableau. Alors en plus, faire une femme en pied avec des cheveux défaits, ça ne se faisait pas dans la peinture occidentale. C'était vraiment incorrect. Et là, on voit très très mal, parce que je suis désolé, mais l'agrandissement est pas bon, mais on voit vraiment que c'est de la peinture. On voit de la peinture. Alors que sur les tableaux académiques, c'est tellement fini qu'on ne voit pas que c'est de la peinture. Vous voyez ? Et c'est pour ça que ça a été refusé. De plus, son habitude d'intituler ses œuvres de termes musicaux choquera critiques et public. Symphonie en blanc, harmonie en gris et vert, variation en bleu et vert, et même variation en chair et vert. Autant de titres incompréhensibles à la critique de l'époque, incapable d'admettre que la combinaison de coloris puisse importer plus que le sujet du tableau. Alors, il met bien les deux titres. Il met un titre Symphonie en blanc numéro 1. Donc, s'il le met en premier, il a envie qu'on voit d'abord la peinture, d'abord le blanc de son tableau. La preuve, il y a le rideau blanc, il y a la robe blanche, il y a un lys, elle tient un lys à la main, le blanc. Il y a un peu de couleur, donc à ses pieds, en fait. Mais sinon, quand il met Symphonie en blanc numéro 1, il veut d'abord qu'on voit, et puis après, on peut voir que c'est une fille ou une femme de représenter. Mais voilà, c'est un nouveau regard sur les tableaux, ça. Avant de voir le sujet, c'est-à-dire cette femme, il nous emmène à voir d'abord la matière et la peinture. Ainsi, ces titres, ainsi que Arrangement en montrent que l'artiste proclame la supériorité des éléments plastiques de l'œuvre sur le sujet, écrit Paul Perrin, qui est conservateur du musée d'Orsay. De même, l'absence de signature traditionnelle est un des aspects très remarquables des peintures de Whistler. Au début des années 1870, pour mieux montrer son originalité par rapport aux autres peintres de son époque, il ne signe plus en écrivant son nom en bas de ses tableaux, mais en y ajoutant un étonnant monogramme en forme de papillon, dont j'en ai mis quelques exemplaires. Inspiré par certains motifs japonais, l'animal est pour Whistler un symbole de beauté et de délicatesse absolue. La forme du papillon lui permet aussi un jeu avec ses initiales, James McNeill Whistler, entremêlés. Voilà.
Donc Whistler et le japonisme. Les années 1860 voient Whistler devenir un des protagonistes majeurs du japonisme, cette orientation se marquant aussi bien dans les sujets de certains tableaux où apparaissent des objets d'art extrêmement oriental, paravent, porcelaine, habits, donc la princesse du pays de la porcelaine, ou bien ici, Caprice en violet, c'est donc le paravent doré. Ça, on est bien d'accord, ce n'est que du japonisme de surface, donc superficiel. Par contre, les deux autres, celui-ci ou celui que je vous ai montré donc, avec le pilier du pont, bien, ce sont vraiment du japonisme en profondeur fait par Whistler. De même, quand il fait ses tableaux, c'est le peintre des nocturnes. Alors, à partir de 1870, donc, il est peint en atelier, fondé sur les souvenirs et l'imagination de l'artiste, composé aussi à partir de principes purement esthétiques d'arrangement formel, avec une économie de moyens sur les dessins et le coloris. Donc, un nocturne, vous connaissez, c'est un terme inventé par Whistler, mais dans les années 70, d'après la forme musicale éponyme, par exemple, les nocturnes de Chopin. J'ai pas mis le titre au plus grand que j'ai mis à droite. Le titre, c'est celui-ci, Nocturne en noir et or, la fusée qui retombe, 1874. Alors, ce tableau, il a été exposé dans une galerie londonienne, qui est favorable aux peintres d'avant-garde, mais il a été violemment attaqué et pris à partie par le critique d'art John Ruskin dans un article où il parle d'imposture volontaire, de pots de peinture lancés à la face du public, trouvant inadmissible que le peintre osât en demander 200 guinées. Et en 1878, Whistler poursuit en justice Ruskin pour diffamation. L'affaire prit une tournure nationale, tous les journaux anglais en ont parlé, et l'avocat de Ruskin qui croise Whistler et lui dit « Combien de temps vous a-t-il fallu pour peindre Nocturne en noir et or ?» Une demi-journée. Ainsi, vous facturez 200 guinées le travail d'une demi-journée? Non, mais pour l'expérience d'une vie. Et en fait, il va quand même gagner son procès, mais il va tellement dépenser pour ce procès que ça coûte 1000 livres, plus les dépenses, enfin, il va être ruiné et déclaré en faillite. Il va partir pour Venise, donc il va quitter Londres. Mais il ne va pas partir, si j'ose dire, les mains vides, parce qu'il a quand même une commande quand il est parti. Je vous avais dit qu'il avait appris à West Point, en Amérique, il avait appris la gravure, donc c'est un très très grand graveur, c'est un peintre, mais aussi un très très grand graveur. Et donc il y a une galerie d'art de Londres et d'Édimbourg qui a demandé de faire une suite de 12 eaux-fortes sur des sujets vénitiens, parce que ça se vendait bien, Venise. Donc il va partir en 79, sans regret, mais au lieu de partir un ou 2 mois, il va partir plus d'1 an, en donnant une vision très neuve de cette cité à travers 50 eaux-fortes, sans pastel, et moins d'une dizaine de peintures. Il n'hésite pas à s'aventurer sur les canaux ou dans les cours inconnus, à décrire la lagune la nuit et non au soleil. Il montre ainsi une ville vivante avec ses habitants et son activité quotidienne. Donc ce n'était pas du tout ce qu'on lui demandait. Il a vu l'envers du décor et pas tout ce qui est très touristique. Portraitiste, donc je vous l'ai dit, car si Whistler fut l'un des maîtres du paysage moderne, il nourrit toute sa carrière une passion pour le genre du portrait. Et ce portrait, donc cette œuvre d'une grande austérité, c'est le moins qu'on puisse dire, elle représente sa mère, assise de profil, toute vêtue de noir, dans une profonde immobilité, sur un fond gris. Et vous voyez le titre, Arrangement en gris et noir numéro 1, portrait de la mère de l'artiste. Là, pareil, hein. Et alors j'en profite pour vous montrer, parce qu'on ne voit pas bien, mais vous allez me croire quand même, voilà cette signature, elle est là. Elle est là, sa signature. Voilà. Et donc ce tableau, il a été acheté quand même par l'État français en 1891 pour mettre dans le musée des artistes vivants, c'est-à-dire à l'époque c'était le musée du Luxembourg. Et puis normalement, la suite logique, c'est qu'après 10 ans, à peu près 10 ans après le décès de l'artiste, du Luxembourg, le tableau doit passer au Louvre.
Et c'est pour ça qu'on l'a toujours, il est à Orsay. Donc elle est aujourd'hui l'un des chefs-d'œuvre du musée d'Orsay et un des plus célèbres œuvres d'un artiste américain conservé hors des États-Unis. Mais il a fait aussi d'autres portraits un peu plus académiques, on va dire, enfin moins moroses que celui de sa mère. Vous voyez, ça, ce sont des commandes de ses mécènes, par exemple le couple Leyland, là, à gauche. Si, ce que je pouvais dire aussi, là, ici, regardez, arrangement en noir et or. Donc ce tableau, il veut qu'on voit aussi le cadre. Vous voyez, arrangement, avant de voir que c'est le comte Robert de Montesquieu faisant sac, voilà. Donc, le tableau Le Brun et l'Or, donc ici à gauche, c'est le dernier autoportrait de Whistler, peint en 1895 et présenté à l'exposition universelle de 1900, où il va obtenir donc une reconnaissance officielle à Paris pour l'exposition universelle de 1900. Il va avoir deux grands prix, un prix de peinture et un prix de gravure, après avoir obtenu auparavant la Légion d'honneur en 1892. Et il meurt à Londres en juillet 1903. Entrée de son vivant dans les collections du musée du Luxembourg, donc avec le portrait de sa mère que je viens de vous montrer, cet artiste, cité par Baudelaire, ami très intime de Mallarmé et de Huysmans, deviendra l'incarnation d'un des personnages majeurs de Marcel Proust, le peintre Elssler, qui est peintre idéal dans La recherche du temps perdu. Et en fait, cette reconnaissance bien tardive, mais il fut cependant un artiste déterminant pour proposer une peinture radicalement nouvelle et sera le phare des symbolistes de la fin du XIXe siècle. Et je pense que là, je crois que j'ai terminé, et ça ne veut pas venir si ça vient. Voilà. Merci à vous. Il y a des questions? Alors, est-ce que le japonisme, vous avez compris qu'il y avait deux formes de japonisme, et que ça a complètement changé toute la création à la fin, parce que j'aurais pu parler, par exemple, tous les nabis, après les symbolistes, l'art nouveau, tout ça, ça a été la suite de ce japonisme, en fait. Tout a changé à partir de ce moment-là. Non, mais ce que je trouve intéressant dans tes conférences en général, c'est que en fait, on voit que ce qui a choqué, ou ce qui a été révolutionnaire, plus que la façon de peindre, c'est la structure. Quand tu as parlé des grands tableaux pour des scènes enfin pas d'histoire justement banale, enfin bon, qui était choquant. Là tu me montres sur la structure où on voit des choses qui n'étaient pas. Donc c'est la structure du tableau qui est. Alors que pour moi les révolutions c'était plutôt dans la façon de peindre. Et là voilà, ça, je trouvais ça très intéressant. C'est un ensemble en fait. Oui. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Et alors les peintres français se sont inspirés peut-être ou pas du tout de la technique japonisante, parce que c'est une technique qui est sur bois, avec de l'encre noire. Oui, Voilà. avec des aplats, Voilà. Oui. sans ombre. Ça, je ne l'ai pas assez dit. Oui, voilà. Est-ce que en France, les peintres se sont inspirés aussi de ça, et pas simplement d'un angle de vue? Alors, ils n'ont pas forcément. Alors après, les nabis, s'il y en a eu qui ont fait de la gravure sur bois, ça oui. Mais en fait, il faut voir ça, c'est que ce sont des peintres novateurs qui par rapport à ce qui était enseigné donc, à l'école des beaux-arts et tout ça, voulaient peindre autrement. Et donc cette arrivée de toutes ces estampes a été vraiment un déclic formidable pour vraiment changer tout. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé des ombres. Par exemple, les ombres,
il n'y en a pas du tout dans la peinture japonaise. Alors que dans la peinture occidentale, hein, depuis la Renaissance, le clair-obscur, c'est ça. Bon. Et donc il n'y en avait plus. Donc c'était vraiment un autre regard. Mais c'est ça qu'il faut voir, quoi. Il faut essayer de comprendre ça. Et c'est vrai que quand on ne le sait pas, on peut voir des tableaux de Van Gogh, de Degas et tout ça, sans penser au Japon. Et pourtant, ça a fait évoluer la création de ces peintres. C'est pour ça qu'ils étaient très décriés au départ. Au départ, ils étaient vraiment rejetés, quoi. Et c'est pour ça qu'ils voulaient s'organiser eux-mêmes. Et donc, ils ont réussi pour 8 expositions. Et ça, j'en parlerai la prochaine fois. Ouais, quels étaient les moyens de communication par rapport aux estampes? Alors, les estampes, alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, j'ai parlé du grand public. Les grands publics, ils ont découvert les estampes, donc à travers l'exposition universelle de 67, puis après, il y a eu des magasins qui ont été créés à Paris. Mais en fait, il y avait quand même quelques artistes qui connaissaient ça bien avant, parce qu'en fait, par le caractère marchand des Hollandais, les estampes japonaises arrivaient déjà depuis un moment, de genre à Amsterdam, par exemple, dans les ports hollandais. Donc en fait, il y avait un petit groupe de personnes qui connaissaient déjà les estampes japonaises, mais vraiment le grand public l'ont découvert avec ces expositions universelles notamment, et les peintres qui étaient en recherche, c'est ça, qui étaient en recherche, ont tout de suite pris, on va dire, le train en marche et changé toute leur façon de peindre. En fait, c'est comme ça, les estampes existaient. D'ailleurs, ils ont trouvé, bon, je ne le mets pas parce que on sait qu'il y en avait avant même l'ouverture du Japon, parce qu'à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France à Paris, il y a des estampes japonaises qui datent d'avant, qui sont répertoriées avant l'ouverture du Japon. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même des petits échanges comme ça. Mais c'était pas comme ça s'est fait après cette exposition universelle, par exemple. Mais avant la période Edo, Oui. il y avait déjà des estampes japonaises. Oh, c'est millénaire. Alors, les estampes japonaises, en fait, les Japonais ont été influencés par les Chinois. C'est toute la culture chinoise, ils ont été influencés. Mais ce qu'on appelle, nous, les estampes japonaises, c'est vraiment la dernière période, c'est la fin de la période Edo. D'accord. D'ailleurs, tous les 3 grands maîtres, ils sont de cette période-là. Mais les estampes japonaises, donc la gravure sur bois en couleur, c'est vraiment la fin de cette période Edo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Une question un petit peu en dehors de la peinture. Alors, en dehors de la peinture, oui. Les expositions universelles, là, c'était gigantesque. Oui. C'était l'État, Oui. qui Oui, payait, qui... C'était nous. Et oui. Je ne sais pas si c'était aussi impressionnant. Ah ouais, quand on voit le nombre de personnes et tout ça qui visitaient ce genre d'exposition, alors que bon, même s'il y avait les chemins de fer qui existaient quand même, en 67 ils existaient, mais c'était pas aussi développé que maintenant. Et il y avait vraiment beaucoup, c'est vrai que c'est étonnant, hein, c'est vraiment étonnant. Et donc on est champion du monde des expositions universelles, hein, vous avez vu, hein, 5 qui sont sur 13. Ah bon? Inspiré de ça, pour les JO, pas inspiré. Les bateaux sur la scène et tout. En tout cas, vous saurez au moins, bon, les japonistes vous l'avez un peu compris quand même, mais les ascenseurs, ça date de là. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit encore? C'est génial la photo de l'ascenseur.
Qu'est-ce que j'ai dit? Le canon Les course. bateaux-mouches. Les bateaux-mouches. Ça, c'est bateaux-mouches. On pourrait ressortir ça, un repas de famille. 1867, les bateaux-mouches. Donc en fait, quand j'ai préparé ça il y a un moment, il fallait que je trouve 9 dates, et donc cette date, il fallait que je la mette. Je pouvais pas. Par exemple, je fais l'impasse sur l'orientalisme. Je vous en avais pas parlé de l'orientalisme. Et pourtant, c'était un mouvement qui a existé au XIXe siècle. Mais bon. Une autre fois, l'orientalisme. Comment? Une autre fois? Quand vous avez parlé du japonisme sur l'image, vous avez parlé des objets ou des représentations comme le Père etc. Et à un moment, vous avez parlé des couleurs. Et après, vous avez pu développer. Mais c'était quoi comme couleur? C'était un peu ce bleu-gris, c'était quoi? Alors, déjà, les couleurs employées sur les exemples japonais sont des couleurs pas mélangées, c'est des couleurs pures. Ça, c'est important. Alors après que les artistes occidentaux qui étaient habitués à une certaine forme de culture en mélangeant les mains sur la palette, n'aient pas tout de suite pris le pli de faire des aplats comme les Japonais, c'est vrai, mais quand même, ils ont évolué. Alors, et la composition, et tout a évolué, quoi. Et c'est pour ça que, bon, je ne peux pas tout développer dans une conférence comme ça. Il y a plein de choses que je pourrais dire encore. Oui. Mais là, sur la technique, là où ça va être encore plus marquant, la différence finalement avec les estampes japonais, je te dis que les impressionnistes ont été très marqués par les Japonais, mais pas sur la technique. Parce que là, c'est l'inverse, c'est pas de la plate du tout. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Par contre, Toulouse-Lautrec, quand il faisait ses affiches, on voyait qu'il avait vraiment été influencé par les estampes japonaises, la façon de faire et la façon des aplats justement de peinture. D'accord. Non, je pensais à Van Gogh, moi, c'était oui. Comment? Je pensais en particulier à Van Gogh. Ah ouais, Van Gogh. Alors ouais, mais pourtant il a été très très influencé. Hein. Oui. La pluie là, quand il a au milieu, je vous ai mis l'amandier en fleurs. Oui. L'amandier en fleurs. C'est vrai. Tout à fait. Vous savez, ce tableau, il l'avait fait pour son petit-neveu, Vincent, le fils de Guido, parce que lui, il était donc au Midi, là-bas, et donc, quand il a appris la naissance de son petit-neveu, qui s'appelait comme lui, Vincent, il a voulu lui faire un cadeau, et donc il a fait cette branche, c'est typiquement japonais, c'est vrai, cette branche d'amandier. Alors, pourquoi un amandier? Parce qu'en fait, moi je ne le savais pas, mais c'est grâce à la peinture que je le sais. Ce sont les premiers arbres en fleurs dans le Midi. Oui, ça c'est vrai. Et comme il est né fin janvier, eh bien, quand il s'est mis à la peinture, je ne sais pas, en février par exemple, c'était les premiers arbres en fleurs. C'est pour ça que c'est un amandier. Et oui, alors la deuxième, c'était la cuillère au verre, où on voit les tailles comme ça. Et bien ça, c'est aussi typiquement, on n'avait jamais vu ce genre de peinture en Occident, où on voyait les traits de la pluie qui tombe. Mais au Japon, c'était quelque chose de très courant, dans les estampes. D'ailleurs, il en avait fait une copie avec la pluie comme ça. C'est marrant parce que les mangas, Ouais. c'est tout à fait cet ouais. ensemble de codes, des perspectives en plongée ou en contre-plongée, Voilà, c'est ça. très peu de variations de couleurs, généralement c'est du noir et blanc, Souvent, et puis avec quelques nuances de gris, et c'est au trait. et c'est au trait. Ouais. C'est très simplifié. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que l'influence, de toute façon, elle a été. Elle existe toujours. En fait. La Chine était présente dans certaines expositions universelles. Oui.
Ils avaient un pavillon d'art aussi. Alors, là, ici, là, en 67, il y avait, bon, je ne sais pas s'il y avait la Chine, mais il y avait, alors comment ils appelaient ça? C'était pas le Tonkin, c'était, oh, je ne sais plus, la Cochinchine peut-être, je ne sais plus, ouais. Siam, ouais, le Siam, ouais, le Siam, il y avait, parce qu'il y avait un pavillon japonais, mais à l'intérieur du palais, il y avait un stand où il y avait, ben, je crois que c'était justement Siam et Japon en même temps. Ça doit être ça, ouais. Voilà. Bon, écoutez, vous avez regardé. Je vous parle de l'impressionnisme, vous savez que c'est la grande mode en ce moment, avec l'exposition qui est au musée d'Orsay. Si vous pouvez y aller, c'est vraiment une très belle exposition, parce que en 1874, donc cette première exposition impressionniste, c'est la première fois qu'un musée fait une exposition comme ça, c'est-à-dire qu'ils mettent en parallèle le salon officiel avec le salon, avec l'exposition impressionniste, enfin, qui s'appellera après impressionniste. Et c'est très très bien fait parce qu'on s'aperçoit que, en fait, et je vous ferai travailler, entre guillemets, la prochaine fois, parce que j'ai mis des tableaux, il y en a certains qui l'ont vu déjà, j'ai mis des tableaux des deux expositions, celle du salon et celle de la première exposition. Et c'est vrai que on ne sait pas des fois si c'est vraiment du salon ou vraiment de l'exposition impressionniste. Et c'est la force de l'exposition qu'ils ont montée au musée d'Orsay, c'est de montrer qu'en fait c'est très pour eux encore. Entre ces novateurs et la peinture académique, enfin, ou la peinture qui était représentée au salon, on va dire, on ne sait pas trop, et c'est important. J'ai appris, par exemple, et ça je l'ai appris, si j'avais fait une conférence sur la première exposition impressionniste il y a 6 mois, je vous aurais dit que pendant toutes les expositions impressionnistes, il n'y a eu que 3 femmes qui ont participé. Or, depuis 3 mois maintenant, je sais qu'il y en a eu 5. Ah, t'as bien retenu. Hein. Et ouais, donc il y a plein de choses comme ça, et c'est vrai que de monter des expositions comme ça, c'est important pour continuer les recherches. Et donc les 2 autres femmes, je vous en parlerai un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'ils ne savent même pas trop qui elles sont vraiment encore. Ils continuent de faire des recherches. Mais ils sont sûrs qu'il y avait 5 femmes, et je vous montrerai pourquoi la prochaine fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je ne sais plus. En tout cas, c'est une très très belle exposition. Vraiment, j'ai vraiment trouvé très didactique, enfin, pour comprendre un petit peu ça. C'est important parce que dans la tête, on peut se dire il y a d'un côté les novateurs et de l'autre côté les académiques, c'est-à-dire la tradition. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Voilà. Donc c'est important. Alors c'était l'exposition, je savais qu'après elle partait à Washington, mais en fait j'ai lu cet après-midi, il y a pas longtemps, j'ai lu qu'après Washington, elle va partir au Japon et en Chine. Donc c'est une exposition qui va tourner quand même. Hein. Mais bon, l'impressionnisme c'est quelque chose de mondial, donc voilà, c'est pas étonnant que ça fasse. On connaît beaucoup plus les tableaux du 19e siècle, qu'on connaît plus ou moins, c'est des tableaux qui ont été rejetés à un moment donné. Et on ne connaît pas les tableaux qui étaient super bien payés. On ne les connaît pas en fait. Hein. Merci. Merci à vous. Et la prochaine fois, on se retrouve avec le droit de parler de la loi qui est en discussion là, et de ce que